Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices dans ce nouvel épisode de Culture Soccer, le 11e du nom. On vous remercie déjà énormément pour ce que vous avez envoyé comme message à la suite de notre interview de Florian Vallo, le milieu de New York Red Bulls dans le dernier épisode. Aujourd'hui, une émission un petit peu spéciale puisqu'on ne parlera pas de ligue nord-américaine, ni d'USL, ni de MLS. Et aujourd'hui, nous allons parler de la CONCACAF Champions League, donc l'équivalent de la Champions League européenne, mais en Amérique du Nord, avec tout de même beaucoup de différences que nous allons expliquer aujourd'hui. Pas de Anthony de Varenne, même s'il va s'occuper avec gentillesse et soin, comme d'habitude, du montage de cette émission. Mais je suis rejoint par deux autres membres de la team Lucarne Opposé, Nicolas Cougo et Grégory Chavot. Bonsoir, messieurs. Salut, salut. Salut à tous. Juste pour vous présenter vite fait, Nicolas, tu t'occupes globalement de beaucoup de pays, ainsi que de la rédaction. Mais aujourd'hui, tu te Il s'occupe de tout. Voilà. Mais aujourd'hui, tu te concentreras surtout sur le Mexique. Ouais, exactement. Qui a pas mal de contestants dans cette coupe, on le verra ensemble. Et Grégory, tu es le spécialiste du Costa Rica. Yes, absolument. Et je vais présenter vite fait la compétition pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Depuis quelques années, la compétition a changé pour devenir beaucoup plus professionnelle pour un peu imiter son cousin européen, alors que dans les années déjà 80-90, c'était un vrai bazar avec vraiment beaucoup de matchs annulés, beaucoup d'équipes un peu improbables. Depuis 2008, depuis ce qui s'appelle la Ligue des Champions CONCACAF Champions League en anglais, c'est une ligue à forte domination mexicaine. Il n'y a eu, pour vous dire, que des finales mexicaines, avec deux exceptions, où il y a eu des clubs américains en finale. Mais c'est une ligue très, très teintée mexicaine. Et cette année, il y a un format différent, puisque par rapport à l'année dernière, où il y avait un nombre incalculable de groupes et de clubs, cette année, ça commence directement avec des huitièmes de finale, malgré les petites phases éliminatoires où un club est arrivé. Mais sinon, ça commence vraiment avec des huitièmes de finale et des clubs bien précis. Nicolas, est-ce que tu penses que c'est quelque chose de bon pour la compétition ? Ouais, je pense très honnêtement. Quand on voit par exemple le format l'année dernière où c'était des groupes de 3 avec des équipes mexicaines qui parfois faisaient presque jouer les U20 et qui gagnaient sans trop de problèmes, pour se qualifier sans trop de problèmes également. C'était pas mal de temps de perdu. Ça, je ne vais pas dire que ça surchargeait le calendrier, mais un petit peu quand même pour des matchs qui n'avaient pas forcément beaucoup d'intérêt. Et ouais, je pense que très honnêtement, voilà, démarrer directement dans le vif du sujet, ça va déjà forcer les Mexicains à envoyer pratiquement l'artillerie lourde d'entrée parce qu'on va le voir tout à l'heure, il y a quand même de belles affiches au menu. Et voilà, ça évite de perdre un peu de temps parce qu'il y a déjà beaucoup d'écart entre les deux superpuissances que sont le Mexique et les États-Unis. Mais il y a encore plus d'écart entre le Mexique et les Panaméens ou les Salvadoriens, etc., etc. Donc voilà, tant qu'on n'a pas comment dirais-je, une confédération un peu plus homogène, ça me semble être la meilleure solution. Ouais, j'allais te demander, comme on l'a dit, c'est une compétition très mexicaine. Est-ce que pour les clubs mexicains, c'est clairement un objectif de début d'année ? Bah, on va dire les choses très clairement, tu l'as dit, depuis 2008, c'est totalement écrasé par le Mexique, même avant que ça devienne la Conca Champions, hein, la Ligue des champions de la CONCACAF, ça commençait déjà à tourner en faveur des Mexicains. Il faut dire les choses simples, c'est le chemin le plus court maintenant, en plus, qu'ils n'ont plus la Libertadores. Maintenant, c'est le seul chemin pour aller vers la Coupe du Monde des clubs. Et on sait à quel point une présence en Coupe du Monde des clubs, pour un Mexicain, c'est, je ne vais pas dire essentiel, mais si, c'est essentiel en fait. Donc, la visibilité du football mexicain se fait via la Coupe du Monde des clubs. Et ils écrasent tellement la Confédération que ouais, c'est une vraie priorité. Alors, forcément, hein, je pense que si on doit choisir, c'est compliqué. Hein, si tu demandes à un club mexicain de choisir entre une Conca Champions et un titre de champion local, je ne sais pas trop lequel il va te dire. Ça va dépendre des clubs. Mais ouais, quand tu es mexicain et que tu arrives dans cette compète, de toute façon, tu es favori. Donc, c'est forcément un objectif. Et Costa Ricain, est-ce qu'il joue avec une autre prétention que juste figurer, malgré les différences financières ? Bah, ça va être compliqué. C'est sûr qu'en plus, on le verra tout à l'heure, mais les deux clubs costariciens sont tombés face à deux énormes écuries mexicaines. Donc ça va être compliqué. C'est les pires tirages qu'on peut prendre côté Costa Rica. Donc ça va être dur de passer de ce tour. Mais pour en revenir sur le nouveau format,
Je trouve que la simplification finalement, en dégageant la phase de poule à 3, on parlait de Nico qui a apporté mais absolument rien l'an passé, ça rend la compétition encore plus attrayante parce que du coup tu commences par des matchs déjà couperés et je trouve ça très intéressant. Ça me rappelle un peu l'ancienne formule de la Ligue des Champions de l'UEFA avant la réforme de 93 je crois, ou 95, je sais plus, bref. Et du coup, tu commences directement la compétition par des matchs aller-retour et éliminatoires, et je trouve ça très intéressant, ça fluidifie la compétition. Et puis pour aussi des calendriers chargés de certaines équipes, ça permet d'éviter des tours inutiles en préliminaire. Donc cette année, comme je le disais, nous arrivons directement en huitième de finale, donc il y aura 16 participants pour cette CONCACAF Champions League, 4 Mexicains, 4 Américains, 2 Costa-Ricains, 2 Honduriens, un club du Canada, un club du Panama, un club Salvador et un club qui représentera les Caraïbes. Et on va commencer avec le premier match. Donc les matchs allés seront entre le 20 et le 22 et les matchs retour entre le 28 février et le 1er mars. On va commencer avec, pardonnez ma prononciation, le CD Guadalajara des Mexicains contre le Cibao FC qui est le club Petit Poucet des Caraïbes. Nico, qu'est-ce que tu penses des chances du club mexicain? J'ai presque envie de dire qu'ils s'en sortent bien avec ce tirage, surtout quand on voit ce que fait Chivas ces derniers temps. Ils ont vécu un dernier tournoi, je ne vais pas dire catastrophique, mais si, quand même, je vais quand même le dire. C'est guère plus brillant en ce moment. Le Chivas, ça avance pas des masses. Il y a pourtant un super groupe. Enfin, individuellement, ils ont des joueurs de qualité. Ils ont quand même eu une crise à gérer avec un défenseur, Osvaldo Alanis. C'est une histoire de fin de contrat. Ils ont été plombés en coulisses. Ils ne sont pas sur une super dynamique, il faut clairement le dire. Et le fait de, justement, ils ont un peu gagné au loto en se prenant le petit poussé d'entrée. Ça peut leur permettre de rentrer comme il faut dans la compétition. Et ça peut aussi, c'est à double tranchant en fait. Quand tu te prends un petit poussé, soit tu as de la marge et tu peux tranquillement rentrer dans la compétition, soit tu te rates d'entrée et là tu plonges encore plus. Et sur le papier, c'est bien pour eux. Parce que tu vis une réelle humiliation. Si tu rates ton tour d'entrée, ça peut même impacter leur saison de ligue, de championnat, s'ils ratent leur match. Tu peux très clairement dire que même s'ils ratent, en imaginant le pire, parce que ça serait quand même un sacré scénario de les voir se faire éliminer par Cibao, ils se font éliminer, tu peux très bien imaginer que Mathias Almeida ne survivra pas à ça. Ça me semblerait quasiment évident. Voilà, on connaît les ambitions des Chivas. C'est un club hyper ambitieux au Mexique. C'est la lutte éternelle à distance avec l'América pour savoir qui est le plus grand. Et on disait en introduction, pour les Mexicains, l'objectif, c'est la Coupe du Monde des clubs. Les Chivas qui vont à la Coupe du Monde des clubs, c'est clairement un objectif affiché. Le tournoi est mal démarré. Le dernier tournoi est une catastrophe. Donc voilà, il va falloir qu'ils rentrent direct dans la compète. Et oui, je ne sais pas s'ils vont aborder le match avec une certaine pression, parce qu'ils sont quand même outrageusement favoris. Vu les conditions des Chivas en ce moment, il peut y avoir une certaine pression. Mais bon, normalement, il y a de la marge. Oui, parce que le club qui arrive, on peut pas dire, le Cibao, on peut pas dire que personne ne le connaisse beaucoup, en tout cas chez nous. Et il me semble pas que dernièrement des clubs des Caraïbes étaient très performants en Champions. Clairement, pour eux, est-ce qu'ils ont une quelconque chance? Est-ce qu'ils ont une quelconque chance? C'est une bonne question. Le fait est que le soir du tirage, ils étaient ravis. En fait, ils sont un petit peu dans la position d'un petit poussé en Coupe de France qui va se taper le PSG ou l'OM. Voilà, concrètement, c'est ça. Leur position, elle est là. Ils vont jouer les Chivas, qui est un géant du continent, enfin de la CONCACAF. Voilà, ils ont gagné. Concrètement, ils ont déjà gagné. Donc, ils n'ont rien à perdre. Normalement, il ne doit pas y avoir photo. Maintenant, on ne sait jamais. On va voir ce que va donner déjà le match aller, puisque c'est eux qui accueillent le match aller. On va voir. S'ils arrivent à piéger Chivas au match aller, ça peut mettre la pression sur les Mexicains. Mais normalement, je répète, normalement, il y a quand même une sacrée marge de manœuvre pour les Mexicains. Ouais, ça fera surtout de très beaux souvenirs, j'imagine, pour les joueurs de Cibao. On va passer donc directement au second match.
les Seattle de Sounders contre les Sounders de Seattle contre Santa Tecla, le club du Salvador. Je suis moi-même un assez grand fan des Seattle et j'avoue que je vois mal comment ils ne pourraient pas passer, même si les clubs de MLS ont clairement du mal habituellement en CONCACAF. Mais cette année, j'ai l'impression que ça change un petit peu. Les clubs de MLS ont clairement dit, surtout Seattle et Toronto, que une victoire en CONCACAF serait vraiment très très importante pour essayer de rattraper le rival mexicain en termes de notoriété, mais aussi en termes de talent. Le general manager de Seattle, c'était celui qui a amené le Real Salt Lake en finale contre les Mexicains en 2010, il me semble. Et il veut, pour lui, faire grandir la ligue de la MLS. Ça passe clairement par gagner un peu la CONCACAF. Ils n'ont pas beaucoup recruté mercato, mais ils récupèrent des joueurs blessés comme Jordan Morris. Et surtout, ils ont un recrutement qui est clairement axé sur la profondeur du banc et clairement axé sur on a beaucoup de matchs dans la saison, on va essayer de tous les faire, tous les jouer sérieusement, en incluant la CONCACAF Champions League. Messieurs, est-ce que vous pensez que le club de l'MLS, qui s'est qualifié d'ailleurs en étant le champion de la saison dernière, non pas le champion de la saison 2017-2018, mais le dernier champion, non pas à Toronto, mais Seattle, car la saison MLS est un peu entrecoupée. Messieurs, est-ce que vous pensez que le champion, donc non pas en titre, a des chances face au club salvadorien? Je pense que clairement, oui, là aussi, on peut dire que Seattle est favori. C'est dommage, ils ont raté le fait de pouvoir jouer à Abreu à quelques mois, hein, puisqu'il était à Santa Tecla il y a encore pas si longtemps que ça, lors de l'Apertura 2016, il me semble. Mais oui, normalement, sur le papier, on est un peu dans la configuration, avec peut-être moins d'écart quand même. C'est un peu le même genre de configuration que Chivas Cibao, c'est-à-dire que normalement, la balance penche largement en faveur des Américains. Ça me semble assez évident. Ouais. Et vas-y, Greg. Ça me semble être les deux premiers matchs, hein, Cibao, Guadalajara et Santa Clara, Tecla, pardon, contre Seattle. Ça me semble vraiment les deux matchs, les deux rencontres les plus avec le plus d'écart entre les deux équipes. Et je pense que voilà, si vous voulez voir des buts, c'est ces deux matchs qu'il faudra regarder, quoi, parce que il y a possibilité d'avoir 3-4 buts d'écart facile dans le match. Ouais, c'est pas mal pour Seattle parce qu'ils sont un peu dans leur pré-saison encore. Hein. Ils n'ont pas encore commencé la saison MLS. Et ça ferait un très beau quart de finale entre Guadalajara et Seattle. Avec là, pour le coup, un duel beaucoup plus normalement, serré. C'est ce qu'on devrait avoir. Ça devrait être la première grosse affiche de ce côté du tableau, le Seattle Chivas. Bon, faut faire attention, tu l'as dit, hein, Seattle n'a pas commencé sa saison, hein, concrètement. Santa Tecla, par contre, lui, il a bien démarré sa saison, dans le sens, ils ont déjà 7 ou 8 matchs dans les pattes, il me semble. Donc, eux, ils sont déjà dans le rythme, concrètement. Alors, ça va pas non plus en faire les amener au niveau attendu de Seattle, mais ça peut un petit peu équilibrer les choses parce qu'on sait que le manque de rythme va finir par peser. Ouais, peut-être pas sur cette affiche-là, mais est-ce que finalement le calendrier va pas désavantager certaines équipes de MLS dans ce tournoi finalement? Je sais pas, parce qu'en soi, il y en a quand même pas mal qui ont commencé leur pré-saison depuis quelques mois, et s'ils arrivent à passer ce huitième de finale, c'est pas mal d'avoir le quart de finale en début de saison plutôt que dans la course finale ou pendant les playoffs. Mais ça reste mon opinion. Je pense que pour eux, c'est pas plus mal. D'ailleurs, en parlant de club MLS, on peut passer aussi aux New York Red Bulls qui seront contre le Club Deportivo Olimpia, le club du Honduras, qui lui s'est qualifié en gagnant la Ligue de la CONCACAF, qui est quelque chose de aussi compliqué, qui est une sorte de ligue d'éliminatoire avant d'accéder à la compétition. Les New York Red Bulls, eux, se sont qualifiés en gagnant la conférence Est en 2016, donc pas la dernière saison, mais celle d'avant. On peut le dire, les New York Red Bulls qui ont pas mal perdu au mercato en perdant pour la deuxième année consécutive leur milieu de terrain et capitaine. L'année dernière, ils avaient perdu Dax McCarthy. Cette année, ils ont perdu Sacha Kljestan pendant le mercato qui est parti à Orlando. Mais ils ont récupéré pas mal de recrues jeunes, dont le jeune Kaku, un jeune argentin, dont je suis sûr Nicolas connaissait tout le talent. Et c'est une équipe assez jeune qui va se déplacer là-bas.
est en pleine préparation, mais ça pourrait être quelque chose qui marche puisque les cadres sont sensiblement les mêmes que l'année dernière. Ils sont pas comme Seattle ou Toronto dans une optique de gagner la Champions League. À mon avis, ce sera pas leur priorité, mais ils vont quand même essayer de faire jouer les jeunes et beaucoup de cadres qu'ils ont ramenés de l'équipe de l'équipe USL, l'équipe 2. Ils vont essayer de les faire jouer, à mon avis, pas mal en Champions League. Messieurs, est-ce que vous voyez le club de Olympia faire une petite surprise? Bah écoute, j'ai vu Olympia lors justement de la Ligue CONCACAF dont tu as parlé tout à l'heure face aux Costariciens, notamment dans le premier tour face à Alajuelense, où clairement ils avaient marché sur le club costaricien, et en finale contre le Santos de Guapiles. Et là, par contre, ça a été vraiment très très difficile, limite laborieux pour l'Olympia qui a dû remporter cette Liga au penalty. Donc moi je les vois pas faire l'exploit. Après, je sais pas si Nico les suit un peu plus que moi, mais en tout cas, moi de ce que j'ai vu contre les Santos de Guapiles en aller-retour, c'était pas non plus c'était pas une équipe pour moi qui peut faire la surprise. Ouais, non, moi je les ai pas beaucoup vus que Greg, hein. Je pense que même Greg, tu les as vus plus que moi. Bah, tu l'as dit, Antoine, ce qui peut équilibrer les choses, c'est le fait que les Red Bulls n'en font pas une priorité. C'est le fait que les Red Bulls vont envoyer des joueurs peut-être un peu plus inexpérimentés au joutes continentales. Reste que le match retour aura lieu à New York. Donc il suffit de bien gérer le match aller. Et on voit mal quand même les Red Bulls se faire surprendre derrière chez eux. Mais voilà, on est peut-être en train de. On est parti de matchs qui s'annonçaient très très déséquilibrés. Là, on est peut-être un petit peu en train de resserrer sur ce match-là où il y a peut-être le pourcent de la balance penche toujours en faveur du représentant MLS, je pense, mais peut-être moins que dans le Santa Tecla Sounders, par exemple. Ouais, c'est sûr que les clubs MLS ou mexicains sont toujours avantagés dans les duels huitièmes de finale. Et puis c'est vrai que encore une fois, le fait que New York n'ait pas commencé sa saison, tu sais pas forcément comment ils vont réagir lors de ce premier match à enjeu, alors qu'Olympia est dans sa saison depuis déjà pas mal de temps et eux ils sont en route, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a quand même ce paramètre, on sait pas trop comment les équipes qui n'ont pas commencé leur championnat en MLS vont se démerder, quoi. Donc d'ailleurs, c'est un gros débat en MLS. Il y en a pas mal qui veulent adopter un calendrier européen. Et on en parlera plus tard. C'est vrai que ça pose des problèmes, le calendrier américain, quand on va devoir jouer à Colorado, mais on en parlera plus tard. Mais il y a la North American Soccer League, donc l'ancienne Division 2, c'est compliqué. Mais par exemple, à adopter un calendrier européen, et à mon avis, on pourrait voir la MLS faire de même dans les années qui suivent. On va passer à un autre club mexicain cette fois, le club Tijuana, qui va jouer contre Motagua, le club un autre club hondurien, qui eux donc se sont qualifiés en gagnant le Tournoi Apertura et Clausura du Honduras, alors que Tijuana était le premier donc des deux tournois mexicains 2016-2017. Est-ce qu'ils partent aussi en termes de... Est-ce qu'ils partent en favoris, Nicolas? Oui, je pense très clairement. On aurait pu avoir quelques doutes sur Tijuana pour les avoir vus beaucoup jouer depuis le début de l'année. C'était pas forcément l'équipe la plus sexy à avoir joué. Je vais même dire qu'elle était carrément ennuyeuse. Mais voilà, ils avaient commencé par ça. Ils ont changé de coach en début de saison. Ils ont Diego Coca, qui est un ancien du Racing. On va faire la bise à Rodolphe. Et c'était parti très laborieusement. Mais ils ne prenaient pas de but, mais ils étaient extrêmement pénibles à avoir joué. Et puis ça semble monter un petit peu. Ils ont connu 2 défaites et là, ils viennent d'exploser les Pumas ce week-end. Les Pumas qui jusqu'ici étaient invaincus et marchaient un petit peu sur le championnat. Et on a vu des choses intéressantes. Du côté de Tijuana, il y a quand même beaucoup de joueurs de très gros niveau, de très haut niveau. Je pense à Gustavo Bou, par exemple, qu'on a connu aussi au Racing. Ils ont beaucoup d'Argentins. Ils ont 4 Argentins qui donnent satisfaction. Ils ont une vraie belle équipe, Tijuana. Je les vois très très mal souffrir quand même face à Motagua. Là aussi, je pense qu'il y a quand même pas mal d'écart entre les deux équipes. Donc ouais, je pense que voilà. Et toujours, on en revient toujours avec le match retour en plus au Mexique à Tijuana. Ça va être compliqué pour leurs adversaires, surtout qu'il me semble que le match aller ne se jouera même pas au Honduras, il me semble que le match aller se jouera aux États-Unis.
Ouais, c'est vrai que ça va être compliqué s'ils ne jouent aucun des matchs à domicile. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent pourquoi il y a par exemple aucun affrontement, en tout cas pour le moment, entre les clubs américains et mexicains, et ils ont l'air d'être tous d'un côté l'ogre et de l'autre côté le petit pays hondurien ou panaméen, c'est car il y avait deux pots au niveau des tirages au sort. Et dans le premier pot, c'est quand même un peu comme avec les points UEFA, au premier pot, il n'y avait que des clubs mexicains et américains. Dans le second pot, il n'y avait qu'un club états-unien, le reste étant des clubs donc asiatiens, panaméens, tout ça. Donc c'est pour ça qu'on n'aura pas beaucoup de gros duels en huitième de finale, même si le prochain duel sera très intéressant, puisqu'on va retrouver, messieurs, un de clubs de vos pays respectifs. Il y aura les célèbres Tigres, donc célèbres en France, on ne les présente plus grâce à André Pierre Gignac, notamment, nos éditeurs les connaîtront sûrement pour beaucoup plus que ça, vu comment on les présente chaque saison. Et le Club Sport Herediano, qui est un club donc, du Costa Rica. Greg, est-ce que tu penses que le club du Costa Rica a une petite chance de se qualifier? Bah, petite chance, hein, c'est un 90-10. Là, je pense que vraiment, parmi les affrontements Costa Rica-Mexique qu'on aura dans ces huitièmes de finale, c'est le plus, c'est le plus improbable si le club costaricien se qualifie, parce que vraiment, Herediano n'est pas sur une bonne phase en ce moment. Donc, en plus, tu chopes les Tigres, ce qui pour moi représente un peu le pire tirage que tu puisses avoir en huitième. Donc, ouais, ça va être très compliqué quand même pour Herediano. Ils restent sur un match nul ce week-end, un partout face à l'Universitad de Costa Rica. Donc, voilà, un partout, c'est pas terrible. Tu as un seul mec d'expérience, c'est ton latéral gauche Diaz, qui est un ancien international costaricien. Le reste, sinon, c'est des joueurs qui ont pas forcément qui connaissent pas le haut niveau. Donc, ça va être quand même très, 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 très compliqué pour Herediano, quoi. Surtout que Tigres devait être quand même le tirage peut-être le plus difficile, en tout cas ces huitièmes de finale. Nicolas, Tigres, ils partent en tant que grands favoris de cette coupe? Ils font partie des grands favoris, je pense. Enfin, très clairement, pour dire les choses, je pense que les deux grands favoris sont Tigres et América. Je pense qu'ils ont une avance. Enfin, on parlait des quatre Mexicains. Les deux vrais grands Mexicains sont Tigres et América. Voilà, il suffit de regarder les effectifs, les profondeurs de banc. Voilà, on a deux monstres. Tigres reste sur 2 finales perdues de Conca Champions, donc ça commence à piquer un petit peu. Donc tu vois, si on se posait des questions sur est-ce que ça peut être un objectif pour les clubs mexicains, je crois que la question, il ne faut même pas la poser aux Felinos de Monterrey, parce que voilà, ils en ont perdu deux consécutifs pour un but à chaque fois, donc forcément, enfin non, peut-être un peu plus face à l'América, pardon. Mais voilà, oui, c'est clairement un grand favori. On connaît l'effectif, hein, tu l'as dit, Tigres, tout le monde en parle. On en parle suffisamment aussi sur Lucarno Posé. On connaît l'effectif quand tu peux aligner. Voilà, ton trio d'attaquants, c'est Gignac, Ener Valencia et Edu Vargas. Voilà, je crois que tu as tout dit. Il y a des internationaux de partout. Est-ce que... Ça va être très très dur pour Herediano. Ouais. Et une fois de plus, on va le dire une fois pour toutes parce que c'est valable pour tous les Mexicains, avec match retour à domicile. Voilà. Ouais. Est-ce que tu penses que les trois, là, que tu as cité, Vargas, Gignac et Valencia, vont être titulaires il me semble que c'est mercredi. Écoute, je t'avoue, je sais pas encore. J'ai pas regardé, j'ai pas vu le groupe qui avait été annoncé par Tigres. Et on l'a dit, hein, le nouveau format peut et devrait normalement pousser les Mexicains à envoyer l'artillerie lourde d'entrée, justement pour s'éviter toute mauvaise surprise. Justement parce que normalement les affiches sont un petit peu plus relevées. Je ne te cache pas que si Tigres avait tapé au tirage, par exemple Cibao ou Santa Tecla ou autre chose, ils auraient fait tourner. Ils auraient fait tourner. Herediano, quand même, voilà, les Costaricains, on les prend quand même au sérieux, hein, de manière générale. Enfin, il faut le dire. Hein, voilà, il y a les deux ogres Mexique et États-Unis, et juste à la hauteur, hein, juste derrière, il y a le Costa Rica. Donc tu les prends toujours au sérieux, les équipes costaricaines. Donc je ne suis pas sûr qu'ils fassent beaucoup tourner. Peut-être plus à l'aller qu'au retour, mais je ne suis pas convaincu qu'ils fassent tourner des masses. Côté Herediano, si je peux reparler du club costaricien, ils ont perdu leur entraîneur, Hernan Medford, lors de la trêve de janvier, après la défaite face à Pérez Zeledon en finale du tournoi d'hiver de l'Apertura. Ils ont mis vraiment beaucoup de temps à se remettre de ce départ d'Hernan Medford, qui était vraiment le coach un peu symbole de cette équipe d'Herediano, qui tenait vraiment l'effectif à bout de bras.
Il est parti, il a été remplacé par Jafet Soto, un ancien grand joueur de la sélection du Costa Rica, et il a mis un peu de temps voilà, à trouver une osmose dans son effectif. Il y est presque arrivé, voilà, ils sont deuxième du championnat, mais pour battre, pour taper Tigres, qui comme Nicolas dit, est un ogre de cette compétition, à mon avis, c'est trop court. Ils n'y arriveront pas. D'ailleurs, messieurs, juste pour faire un point pour nos auditeurs qui ne suivent peut-être pas les championnats mexicains et costariciens, à quel moment du championnat on est en ce moment? Est-ce que c'est le début, la fin? Nous, on est à la mi-saison du tournoi de clôture. Donc, on est à la moitié des matchs de championnat de la phase régulière de la clôture. Donc, vraiment en pleine bourre pour toutes les équipes, quoi. Pareil chez nous. Moitié, on est à 8 journées du Clausura, il y en a 17. Après, on passera à la Liguilla, donc on arrive dans la bascule de la phase régulière. Donc, ce sont des clubs bien prêts à combattre pour cette CONCACAF Champions League. Voilà, c'est ça. Au contraire des deux prochains qui joueront le 5e, donc 8e de finale, qui sont Toronto et Colorado. Toronto qui est, non pas car ils ont gagné la MLS la saison dernière, mais grâce à la victoire au championnat du Canada. C'est un championnat aussi un peu compliqué avec Montréal, Vancouver et un club du USL Ottawa. Ils ont gagné ça en 2016-2017 et sont donc qualifiés contre Colorado, qui était deuxième de la conférence Ouest, et grâce à un jeu de chaise musicale de Dallas qui a gagné la Coupe de supporters et la Open Cup, ils ont pu être repêchés pour jouer la CONCACAF Champions League. Ce match va être assez compliqué pour les deux équipes, dans le sens où il va falloir faire très attention aux blessures, car ils vont devoir jouer à Denver, au Colorado, où la température était aujourd'hui de moins 17 degrés, et on prévoit pour le match du moins 12 degrés. Il va y avoir des risques de blessures très très importants, ce qui n'est pas terrible quand on est toujours en pré-saison, comme le sont les deux clubs de MLS. Et il y a aussi deux visions complètement différentes de la compétition. D'un côté, au Toronto, après avoir gagné la MLS l'année dernière, c'est l'ambition numéro 1, c'est d'aller tâter les clubs mexicains en Champions League, ce qui va pas être facile, mais ils ont clairement un des meilleurs effectifs de MLS, beaucoup le parlent comme le meilleur effectif MLS de l'histoire de la Ligue. Ils ont recruté surtout de la profondeur dans le banc, donc la plus grande signature, on peut parler de Grégory Vanderville, qui va être là, c'est un peu un pari, mais qui va être là pour aussi jouer ce genre de match, pour aller apporter de l'expérience dans la Champions League. Et c'est vraiment la plus grosse chance que la MLS ait eu depuis très longtemps à avoir une place en CONCACAF Champions League. Ils sont d'ailleurs entraînés au Mexique pour se préparer non seulement aux hauteurs de Colorado, mais aussi pour s'arrêter à quelques clubs du Mexique. Et alors que de l'autre côté, pour Colorado, après, ils ont fait une saison très très mauvaise l'année dernière. Ils n'ont toujours pas de numéro 9 titulaire, et même s'il était apparemment sur Billy Sharp, un joueur de D2 anglaise. Pour l'entraîneur Hudson, c'est un match qui est vraiment juste dans la préparation de leur premier match MLS contre New England, parce que la priorité, ça va clairement être la MLS et surtout d'essayer d'obtenir les playoffs après une saison dernière qui était calamiteuse, pardon. Et peut-être accrocher une US Open Cup, mais clairement, la Champions League n'est pas dans leur plan. Messieurs, est-ce que vous voyez enfin Toronto FC représenter un club MLS qui peut gagner la Champions League? Bah, ça me paraît déjà être la confrontation la plus équilibrée de ces huitièmes de finale. Après, j'avoue, moi, ma méconnaissance de la MLS pour te dire si le favori ou quoi que ce soit, mais pour moi, ça me paraît être le match le plus intéressant parce que le match le plus disputé, quoi. Il y a pas vraiment de favori, ou alors s'il y en a un, c'est vraiment d'une courte tête, quoi. Ouais, je pense quand même que Toronto est au-dessus. Hein. Je pense qu'ils sont quand même bien au-dessus. Est-ce que c'est la meilleure chance états-unienne, enfin MLSienne, pour employer un néologisme? Parce que bon, c'est bien mignon leur championnat du Canada, mais bon, c'est quand même un moyen d'envoyer une équipe supplémentaire de MLS dans la Conca Champions. C'est clairement la meilleure chance. Je pense, Toronto, tu l'as dit, tu as tout dit, hein, c'est le plus gros effectif. Est-ce qu'ils peuvent aller au bout? Le problème, c'est que s'ils passent en quart, ils ont quand même des chances de se taper Tigres. Donc là, par contre, pour le coup, ça sera un vrai match. Et ça sera un vrai test pour Toronto. Je pense que ça le sera plus que Colorado. Tu l'as dit, tu as expliqué pourquoi, et effectivement.
Ouais, non, je pense que normalement Toronto doit passer, mais il y a toujours cette incertitude du début de saison, de la saison qui n'est pas vraiment démarrée, des conditions climatiques à Denver, etc., etc. Bon, normalement, c'est pareil, match retour à Toronto, ils ont de En, quoi avoir une sécurité, quoi. en tout cas, ça peut être un super Toronto, effectivement, Tigresse en quart de finale, quoi. Tu peux avoir une super affiche en quart, potentiellement. Ouais. Entre ça et Guadalajara contre Seattle, ça peut vraiment faire de très beaux quarts de finale. Ouais, d'ailleurs, je pense que les grandes chances sont d'avoir des quarts de finale entièrement au Mexique et États-Unis, hein. C'est pas faux. Euh, mais ouais, parce que oui, aucun autre club ne joue contre une force qui n'est pas ni états-unienne ni mexicaine. C'est peut-être ça le seul problème du fait d'avoir fait le tirage en deux pots, un pot Mm. américain et mexicain contre l'autre côté du monde, et pas avoir fait un tirage total, quoi. Mais bon, après, Ouais. chacun y voit à sa porte. Exactement. D'ailleurs, juste pour faire plaisir à Anthony, notre Québécois qui n'a pas pu être là ce soir, je tiens à dire que la Ligue canadienne va être de plus en plus compétitive puisqu'ils ont rajouté pour l'année prochaine le champion de la Ligue régionale d'Ontario et le champion de la Ligue régionale de Québec seront dans cette ligue. Donc on pourrait avoir un champion régional de Québec en CONCACAF Champions League si ces derniers arrivent à battre quelques clubs de MLS. Donc, il faudra arrêter ces mauvaises langues et dire que c'était réservé au club MLS. Ça n'est pas vrai. Voilà, on va passer ensuite au sixième, septième de ces huitièmes de finale. J'ai mal calculé tout à l'heure. Ce sera Dallas contre le Toro FC, le club du Panama. Le Toro FC qui s'est qualifié en étant le vainqueur du tournoi Clausura de son pays, alors que pour Dallas, c'est un peu plus compliqué comme d'habitude en MLS. Ils ont gagné la Open Cup 2016, qui est donc l'équivalent de la Coupe nationale, tout en gagnant la Supporter Shield, qui est donc celui qui a le plus de points avant les playoffs. Tout cela en 2016, donc ils sont qualifiés. Ironie du sort, ces deux équipes ont tous les deux un taureau en logo. D'ailleurs, le taureau FC, on tient son nom, même si je ne sais pas si c'est l'espagnol. Mais je ne sais pas trop les chances du club du Panama, mais tout ce que je peux dire, c'est que pour Dallas, l'année dernière, ils avaient fait un parcours honorable pour une équipe MLS, on va dire. Ils avaient quand même battu Pachuca, même s'ils avaient perdu au retour, mais ils avaient gagné à l'arrêt, ce qui était pas un exploit pour un club MLS. Et ils avaient terminé premier de leur groupe, mais c'était un faible groupe, c'était quand même premier de leur groupe pendant cette CONCACAF Champions League. Ils ont refusé que certains joueurs, comme Kellyn Acosta, un de leurs meilleurs joueurs, aillent au camp d'entraînement de la sélection américaine pour les garder au frais pour cette Champions League. Et malgré leur année qui est un peu poussive, l'année dernière, ils ont pas mal de talent. Je pense à Jesse Gonzalez au goal, Acosta, Barrio, Maxi Urruti en numéro 9. Donc, à mon avis, ça peut être en tout cas un représentant de la MS en quart de finale, ce qui serait pas plus mal pour le pays, car ça donnerait encore plus de chances aux États-Unis dans cette compétition. Mais si tu as un avis sur ce match contre le club de Toro FC? Ouais, je pense que Dallas, c'est pareil, hein, est largement favori. Tu t'as expliqué les raisons. Il faut aussi dire que Dallas, c'est quand même aussi une équipe qui a un vrai fond de jeu, qui a une vraie philosophie de jeu. J'aime beaucoup cette équipe. Dans son jeu, Oscar Pareja a mis en place une vraie philosophie de jeu que j'aime beaucoup. Il lui manque, on a l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on a la sensation qu'il leur manque pas grand-chose pour franchir un palier supplémentaire. Il leur Donc, manque. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Ouais, il leur manque un lead player. C'est-à-dire qu'en MLS, on a l'impression que toutes les grosses équipes ont un numéro 10 ou un meneur de jeu qui va tout te débloquer. Donc, je pense même si c'est pas des grosses stars européennes, donc je pense à Piatti, à Lodeiro, à Vasquez, à Toronto. C'est-à-dire que tu auras toujours ce joueur qui va créer la différence. Et malgré Barrios, Dallas, on a l'impression que ça manque un petit peu il manque ce gars qui va te débloquer le match quand il y a un partout et qu'il te reste 2 minutes à jouer. Ouais, ce facteur X, ouais, effectivement, c'est probablement ça, parce que sinon, dans le jeu, c'est souvent extrêmement intéressant, Dallas. Et je pense que voilà, pour passer Tauro, ça devrait suffire aussi, quoi. Mais c'est pareil, on reste sur le papier parce qu'il y a quand même une inconnue en face. Il faut le dire, hein, on ne connaît pas très bien ces Panaméens-là. C'est un peu le souci de ces clubs-là, hein, on ne sait pas trop à quoi on s'attend. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. Il me semble qu'Arabe Unido avait fait un joli parcours l'année dernière. Personne ne les attendait.
Et donc, ils avaient tapé Dallas. Enfin, ils avaient tapé Dallas. Ils avaient pris une tôle à Dallas, mais il me semble qu'ils avaient battu Dallas au match retour l'année dernière. Donc, voilà, on ne sait jamais, mais normalement, c'est pareil. Là encore, il y a quand même de fortes chances pour que la logique soit respectée. Ouais, c'est sûr, et ce sera en tout cas un match, encore une fois, un petit peu à l'avantage des Américains, en tout cas sur le papier. Et ces Américains, s'ils se qualifient, rejoindront soit un club mexicain, soit un club costaricien. Donc encore une fois, on va vous laisser débattre, même si la Parlons, balance... Ouais, parlons à parlons, la balance. Ouais, vas-y, parlons, excuse-moi. parlons enfin du match qui nous intéresse tous. Exactement, j'ai gardé pour la fin. C'est le Club América, du Mexique, qui va se battre contre le Deportivo Saprissa du Costa Rica. Messieurs, je vous laisse vous battre pour décider qui sera le vainqueur. Vas-y, Greg, je t'en prie. J'achèverai les Costa-Ricains après. Il faut expliquer à nos auditeurs qu'en off, je tanne beaucoup Nico sur la qualification de Saprissa. Bon, même si j'essaie d'être très très optimiste, ça m'étonnerait quand même qu'il se passe le miracle. Saprissa, c'est vraiment très poussif en ce début de Clausura. C'est vraiment très dur. Ils ont rapatrié énormément d'internationaux costariciens pour justement leur donner une chance d'être dans les 23 d'Oscar Ramirez cet été. Je parle notamment d'Ariel Rodriguez, de David Ramirez, de Bolaños évidemment, de Johan Venegas qui était à Minnesota en MLS. Et le problème de ces joueurs, c'est qu'ils ont du mal vraiment à se mettre dans le collectif, à rentrer dans ce groupe qui était déjà établi avant eux. Tu sens vraiment que c'est pas des mercenaires, mais pas loin, quoi. Ils arrivent juste pour se relancer avant la Coupe du Monde. Et le problème, c'est que tu sais pas où ils en sont physiquement. Je prends le cas de Christian Bolaños, qui est vraiment le plus atypique. C'est pour moi la meilleure recrue du Costa Rica cet hiver. Et pourtant, il n'a pas fait un seul match titulaire. Son premier match titulaire, il l'a fait hier soir. Voilà, c'est son premier match titulaire, pardon, contre Liberia, donc le dernier du championnat du Costa Rica. Il n'a pas été extraordinaire, il n'a pas été flamboyant. Voilà, ça, je pense, vous donne une photographie de Saprissa qui a recruté beaucoup de bons joueurs, mais je pense que ça va être un peu trop court pour qu'il soit au haut niveau face à cet ogre qui est l'América de Jérémy Ménez. Nico, je te laisse m'achever. Et pas que de... non, et pas que de Jérémy Ménez, parce que tu vois, tu parlais à l'instant de la capacité à justement à recréer un collectif pour Saprissa, parce que le souci de Saprissa, il est là. L'América, par contre, carbure déjà. Et carbure déjà très fort. Ils sont bien, ils sont très bien en championnat. Ils ont un peu manqué l'occasion ce week-end de s'échapper davantage. C'est la seule équipe invaincue après 8 journées en championnat. C'est la meilleure attaque du championnat. C'est la deuxième défense du championnat. Donc voilà, j'ai placé, tu vois, à l'échelle du Mexique, ce que vaut l'América après 8 matchs. Il y a des joueurs, on parlait de l'effectif de Tigres. On pourrait faire pareil avec l'América. Ils ont recruté très fort. Jérémy Ménez est en train de prendre ses marques petit à petit. Ça le fait pas mal. Offensivement, il y a un potentiel offensif assez terrible. Il y a Ménez, bien sûr. Il y a toujours Peralta. Il y a Henry Martin qui est l'une des révélations de ce début de tournoi qui carbure. Il y a Renato Ibarra sur le côté droit. Enfin, il y a une équipe. Voilà, il y a une Cecilio Dominguez. Offensivement, l'América, c'est violent. Je rappelle juste pour le supporter costaricain que tu es que l'América avait déjà cogné Saprissa il y a 2 ans en quart de finale. 5-0 en score. Je m'en rappelle bien. Il n'y avait pas eu photo non plus à ce moment-là. Voilà, ils sont pas dans une. Saprissa n'est pas dans une situation où il peut se dire on va pouvoir jouer sur un. Voilà, comment dirais-je, sur un manque de compétitivité de l'América. L'América est déjà lancée comme une machine. On rappelle qu'ils ont gagné 2 des 3 dernières, Conca Champions. Voilà, on parlait tout à l'heure de Tigres en potentiel favori de la compète. Je pense que l'América est le favori numéro 1, ne serait-ce que par une chose dont on parle assez souvent quand on parle des compétitions continentales, ce qu'on appelle l'ADN, la culture de la victoire dans ces compétitions-là. L'Américain a gagné 7. Donc, c'est un peu non, c'est pas un peu, c'est le Real Madrid d'Amérique du Nord, l'América. Donc, quand tu joues l'Américain en Conca Champions, c'est pas c'est pas le meilleur des tirages, quoi. Ouais, Ouais. pardon, ouais, vas-y.
Non, mais c'est juste pour dire que effectivement dans ces deux confrontations Costa Rica Mexique, les deux clubs costariciens malheureusement ont pris les deux favoris pour ce tournoi, donc c'est vrai que ça va être hyper compliqué. Après, encore une fois, j'en avais discuté avec le président du Deportivo Saprissa, une interview qu'on pouvait retrouver sur Lucarne Opposé, mais c'est vraiment l'ADN de ce pays d'être à chaque fois le favori par rapport l'outsider pardon face aux grands Mexicains parce que le Mexique fait toujours mieux que tout le monde dans cette zone. Donc vraiment, s'il peut se passer quelque chose, c'est dans un moment où l'América aurait un manque d'humilité totale envers le Deportivo Saprissa, mais voilà, honnêtement, il y a que ce scénario-là qui pourrait permettre au Deportivo Saprissa de créer l'exploit, mais voilà, il faudrait absolument, par exemple, un Bolaños en grande forme, un David Ramirez en grande forme, un Colin Dress également génial. Donc voilà, ça paraît quand même, il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de si, donc à mon avis, il y aura pas photo, même si je suis désolé de perdre quand même déjà deux clubs du Costa Rica en huitième de finale, quoi. C'est vrai que cette histoire de peau qui vous fait tomber contre des gros ogres mexicains, ça ne vous aide pas du tout. Mais ouais, j'allais justement en fait parler de ton interview. Il disait qu'il allait rivaliser avec le talent, le président de Saprissa. Est-ce qu'il y a le talent nécessaire pour aller battre Club América? Honnêtement, je sais pas si le talent est là pour aller battre l'Américain. En tout cas, je sais qu'il y a quand même des talents. Encore une fois, Bolaños, c'est pas un petit joueur. Tu le connais, Antoine, tu l'as vu passer par la MLS. Ouais. Venegas également. Notre ami Ariel Rodriguez, qui était parti, si je dis pas de bêtises, en Arabie Saoudite, qui est revenu pour gagner du temps de jeu. Voilà, il y a des internationaux. Il y a quand même du potentiel à Saprissa. C'est vraiment le meilleur club du Costa Rica. Mais aujourd'hui, il y a peut-être un manque au niveau voilà, du groupe. Il y a pas une vraie vie de groupe. Il y a pas un réel vécu. Et voilà, il y a un coach, Vladimir Quesada, qui était l'adjoint de Carlos Watson il y a encore quelques mois et qui se retrouve propulsé entraîneur principal, un peu à l'image, par exemple, d'un Bruno Genesio à l'Olympique Lyonnais. Donc, on se pose encore des questions sur le coach. On se pose des questions sur les entre parenthèses, stars qui sont revenus, et on se pose des questions sur la vie de groupe. Donc, il y a trop de questions, je pense, pour réaliser l'exploit. Donc clairement, Nicolas, est-ce qu'on peut dire que on va retrouver un Tigres Club Américain en demi-finale? Bah, franchement, s'il n'y avait pas eu ce tirage-là et cette répartition dans le même côté du tableau, j'aurais presque envie de te dire que c'était quasiment la finale annoncée, quoi. On s'attendait, enfin voilà, tu vois, si tu inversais Tigres avec Chivas et que voilà, tu te retrouvais avec un Tigres américain en finale. Je sais qu'au Mexique, il y en a beaucoup qui espèrent un classico América Chivas en finale. Ça serait bouillantissime, c'est sûr. Mais oui, je pense que sur ce côté du tableau-là, de toute façon, on l'a dit, on a les deux grands favoris qui sont sur ce côté de tableau. Ça va être très compliqué pour quel que soit l'adversaire de rivaliser avec eux, surtout que voilà, ils sont vraiment déjà dans une dynamique. Même si Tigres est un petit peu plus irrégulier sur ce début d'année que l'América, par exemple, mais voilà, ils sont déjà là, quoi. Le seul espoir de venir embêter tout ça, j'ai presque envie de dire, sur ce tableau, c'est Toronto. Ouais, mais voilà. Mais il va falloir être prêt tout de suite, parce que si Toronto se qualifie, ce que l'on espère, hein, presque, ils vont prendre Tigres début mars, juste après la première journée MLS, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, ça va être très dur. Mais c'est vrai que les trois plus grands, en fait, les trois favoris de cette Champions League sont sur le même côté avec Tigres, Toronto et Club América. C'est pourquoi, franchement, je suis en train d'espérer que mes Sounders, avec le bon côté du tableau, puissent passer Guadalajara et Tijuana peut-être en demi-finale. Et on ne sait jamais créer la surprise en finale. C'est clairement extrêmement ouvert de l'autre côté du tableau, hein. Ouais. Je suis d'accord avec toi, hein. Bon, je vais pas dire que j'aime beaucoup les Sounders, mais mais je le dis quand même. Mais oui, ils ont vraiment. On va certainement pas dire qu'ils ont la voie libre, hein, parce que quand tu vas devoir te taper les Chivas ou Tijuana, bon courage quand même, hein. Ouais, du coup, de ce côté-là du tableau, effectivement, tu peux même imaginer peut-être une surprise. Par exemple, si Olympia arrive à taper New York, tu peux avoir peut-être, je sais pas moi, une épopée, même si c'est que les quarts finales, ce serait déjà beau pour un petit club, quoi. Donc tu peux aussi imaginer ça, mais ouais, c'est vrai que de l'autre côté, ça semble déjà tout dessiné, tout tracé.
On est sûr que si c'est Olympia en plus qui tape New York, ce serait quand même une épopée, vu qu'ils sont passés par la Ligue CONCACAF, donc ils sont passés par une certaine forme d'éliminatoire, ce serait une vraie épopée pour eux. Ah, ouais, clairement, ils arriveraient de loin. C'est un petit peu comme s'ils avaient été arrivés de l'Intertoto. Vous n'avez pas connu ça, vous êtes trop jeune. Ouais, souvenir. Je sais que c'est une obscure Coupe d'Europe que Lens pouvait gagner. Donc c'est vraiment le temps lointain. En finale de l'UEFA quand même. Ouais. Donc, mais oui, non, mais c'est ça. Mais c'est clairement le tableau le plus. Mais parce que tu vois, même de manière générale, on parlait des Tigres de Toronto ou de l'América, mais même Saprissa et Herediano, qui sont quand même des valeurs sûres hein, sur la zone, ils sont tous du même côté. Donc cette partie-là du tableau, elle est quand même bien dense. Mais du coup, toi, Nico, t'as pas réagi à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais est-ce que tu regrettes pas finalement le fait que au tirage au sort, les Américains et les Mexicains soient mis dans le même chapeau? Est-ce que tu n'aurais pas préféré un tirage total? Écoute, ils ont déjà tout essayé, la CONCACAF, pour essayer de mixer un petit peu. Là, très clairement, quand tu vois les tirages, c'est plus ou moins, enfin, c'est pas fait pour, parce qu'on va pas non plus se lancer dans les grandes théories du complot, hein, faut pas abuser. Mais là, on est parti pour avoir 4 quarts de finale États-Unis, MLS, Mexique. Ils ont tout essayé. Une année, ils avaient, après les groupes, ils avaient décidé de mettre tous les Mexicains d'un côté pour justement qu'ils sautent les uns entre les autres pour éviter d'avoir une finale 100% Mexique. Ça n'a rien changé. Ça a fait gagner les Mexicains au bout. Donc, je sais pas. Est-ce qu'on aurait pu avoir un tirage total c'est les éternels débats. Moi, je suis pas très fan des têtes de série de manière générale, quelle que soit la confédération. Donc oui, j'aurais préféré un tirage total. Je ne suis pas convaincu que ça aurait beaucoup changé les choses dans l'absolu. C'est-à-dire que sur ces compètes-là, au final, il y a vraiment des gros écarts hein, au niveau de la zone. Hein. Il faut vraiment dire les choses. Les Mexicains et la MLS sont quand même bien au-dessus. Donc, je pense qu'on se serait quand même retrouvé avec une finale où il y aurait eu au moins un Mexicain et au moins un Mexicain. Voilà. Après, à côté, je ne sais pas, mais au moins un Mexicain. Quel que soit le format du tirage. Ouais. Et sur ce, je crois que, sauf si vous avez quelque chose à rajouter, je vais juste vous demander un petit pari sur qui vous devriez mettre une pièce pour gagner cette CONCACAF Champions League cette année. América. Définitivement. Ouais, le problème, c'est que dès que je vais dire un nom, il perd. Hein. Voilà. Si tu peux dire un des deux qui joue contre l'un des Costaricains, ça m'arrangerait, tu vois. Ouais, non, mais j'aurais clairement dit américain. Mais voilà, j'aurais dit América aussi. Ouais, là, j'avoue que vu vos descriptions des clubs mexicains, ça va être un peu galère, mais je pense que Toronto, si ils déconnent pas à Colorado sous les moins 10 et sous le gel, ils peuvent avoir une chance vu leur saison dernière s'ils arrivent à garder ce même standing. Ouais, c'est pas la Libertadores ou c'est pas la Ligue des Champions européenne, mais franchement, c'est une compétition que j'aime bien, ça a de la gueule, malgré bon, le fait que tu puisses te retrouver avec 4 matchs Amérique-Mexique. Je trouve que c'est une compétition quand même qui est assez sympa et c'est intéressant à suivre. Et si nos auditeurs sont fans de s'intéressent un peu à cette zone, c'est des matchs vraiment intéressants qu'on va pouvoir voir, ne serait-ce que les doubles confrontations, encore une fois, Costa Rica-Mexique, vont être sympas à voir, ne serait-ce que dans le jeu déjà. Ouais, la seule chose qui manque à mon avis à cette compétition, c'est un peu de concurrence pour ces clubs mexicains qui, on rappelle, depuis 2008 et même bien avant, ne font que gagner. Il y a eu que 2 clubs juste en finale, 2 clubs américains. Enfin, un club canadien, pardon, et un club américain. Ouais, l'Impact. Ouais, l'Impact pour nos fans montréalais. Voilà, c'est ça, mais le président de Saprissa le disait, c'est que depuis, et il a raison, c'est aussi la réalité économique. La puissance économique des clubs mexicains n'a aucune comparaison sur la zone. Ce qui va tendance à avoir, c'est un vieux débat, on ne va pas l'ouvrir là, mais ce qui peut plomber les Américains, qui pourraient éventuellement les rivaliser avec les Mexicains, financièrement parlant, c'est ces histoires de salary cap qui font que si un joueur a le choix entre aller au Mexique ou aux États-Unis, il sait qu'il gagnera plus au Mexique. Donc, bah ouais, c'est comme si par exemple en Europe, t'aurais pour la Ligue des Champions européenne, tu avais la Première Ligue, les équipes de Première Ligue et les équipes de Hongrie, de Roumanie, etc. Au niveau du budget, c'est l'écart qu'il y a actuellement. Avec la MLS dans le rôle de la France au milieu. Quoi. Voilà. Même si pour la MLS, bon, on ne s'étendra pas beaucoup dessus, mais avec, je sais pas si vous avez entendu parler de ce nouveau système de TAM, c'est-à-dire de l'argent injecté par le club lui-même, on peut se passer de joueurs désignés et avoir de nouveaux joueurs bien payés sans être des joueurs désignés.
ce qui a beaucoup amélioré les clubs et ce qui, à mon avis, peut améliorer justement un club comme Toronto, qui sont allés chercher Chris Mavinga ou qui sont allés chercher Victor Vasquez et qui ont gagné le titre grâce à ce genre d'argent. Ouais, si tu gagnes quand même la compétition avec Chris Mavinga dans ton équipe, c'est franchement, je m'incline. Ouais, mais il a gagné avec Giovinco. Non, mais ils sont clairement sur la bonne voie, hein, les Américains. Ouais. Mais je pense que vraiment, tu l'as dit, hein, Toronto cette année, c'est la meilleure chance pour la MLS dans cette compète. Ce qui est dommage pour eux, c'est qu'ils se tapent cette partie du tableau-là, quoi. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils soient prêts tout de suite. Mais vraiment tout de suite, dès les quarts de finale, c'est-à-dire dans 15 jours concrètement. Donc c'est un peu ce qui peut leur faire défaut. Mais à terme, je pense qu'à terme, on parlait de concurrence, on va vraiment finir par un vrai match MLS-Mexique. On va arrêter avec les matchs où on nous expliquait il y a quelques années que les Mexicains, même quand ils envoyaient les U20 contre les clubs de MLS, ils se promenaient. Je pense qu'à terme, là, ça va vite se résorber cet écart. Aux autres de suivre maintenant, mais c'est beaucoup plus compliqué, les réalités économiques sont plus compliquées. Ouais, mais déjà là, je pense que, par exemple, le club américain qui va affronter sa prise, ça peut pas se permettre d'envoyer les U23. Enfin, je pense. Non, mais ils le feront pas de toute façon. Ils le feront pas. Mais voilà, les écarts se sont creusés entre le Mexique et le reste. Les Américains sont en train de le combler. Ils arriveront jamais à la hauteur du Mexique, je pense, mais ils vont le combler. Et derrière, c'est compliqué. Et Antoine parlait de problèmes de concurrence. Je pense que quel que soit le format, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au format, on va très vite finir à terme par une simple bataille États-Unis-Mexique. Et ça sera sûrement une finale États-Unis-Mexique ou Mexique-Mexique. La finale sera se fait en 2 matchs d'ailleurs, ce sera le 17 ou au 19 avril. Et le match retour sera entre le 24 et le 26 avril, juste pour vous donner une étendue de l'étirement de cette ligue qui ne dure que 2 mois. Donc c'est vraiment une sorte de Champions League assez courte. Messieurs, je vois qu'on a fini. Merci beaucoup d'être venus. Est-ce que, Nicolas, tu veux parler vite fait du deuxième magazine, Lucarne Opposée, qui va sortir dans les jours qui viennent, dépendant quand ce podcast sera sorti. Qui sera probablement, je pense qu'il même sera sorti quand ce podcast sera en ligne. Bah voilà, on va sortir le numéro 2 de notre magazine. Après, le premier numéro a bien fonctionné, a très bien fonctionné même. Donc, écoute, on continue l'aventure sur papier. Il y a quelques articles, je crois, que tu connais bien, Antoine. Hein. Oui, j'ai peut-être un petit peu. Parle un tout petit peu de football nord-américain et surtout états-unien. Donc voilà, il y a un très joli papier sur la NASL, il y a une chouette interview d'Alan Merrick pour ceux qui aiment la CONCACAF. Et puis il y a un peu de tout comme d'habitude. Il y a de l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Nord, de l'Afrique, de l'Asie, du lucarne opposé, quoi. Du classique. Greg, où est-ce qu'on peut te trouver sur Twitter ? Alors, @Greg Chab. Voilà. Grégory Chaboche. J'ai fait une contraction des deux. D'accord. Et on retrouve tes articles comme d'habitude sur Lucarne Opposée, toi aussi. Et Nicolas, on retrouve aussi tes articles sur Lucarne Opposée dans 10 différentes divisions sud-américaines. Minimum un par jour. Voilà. T'as même fait un article sur MLS le jour. De ton talent. Et sur ce, je crois que c'est... Voilà, vous pouvez aussi passer voir les anciens épisodes de Culture Soccer et les autres podcasts. Lucarne Opposée, AFC Corner pour l'Asie, Efriquia pour l'Afrique et Bola Latina pour l'Amérique latine. Merci à tous, chers auditeurs. Et merci Nicolas et merci Greg. Merci à toi. Merci à tous. Merci à tous et au revoir. À la prochaine.